Vous êtes bien dans BFM Politique. Notre invité ce matin est au cœur des discussions avec le gouvernement sur la réforme des retraites. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous, Guillaume On va Narey. revenir dans un instant sur tous ces détails. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Anne Sora Dubois du Bonjour, service Guillaume. politique de BFM. Bonjour Anne. Bonjour, Olivier Faure. Et Bruno Jeudi, directeur Bonjour, délégué Guillaume. de la Tribune Dimanche. Ravi de vous avoir à mes Merci. côtés ce matin. Je le disais, Olivier Faure, tout au long de la semaine, vous avez été au cœur des discussions. Vous avez échangé avec le nouveau ministre Éric Lombard, qui est en charge de l'économie, avec Amélie de Montchalin, qui est en charge du budget, sur cette question clé qui va être au cœur de la discussion et de la déclaration de politique générale de François Bayrou. Le gouvernement va-t-il revenir sur la retraite à 64 ans? Est-ce que ce matin, au moment où on se parle, Olivier Faure, vous avez un accord avec le gouvernement? Au moment où nous nous parlons ce matin, le compte n'y est pas encore. Et je ne peux pas dire ce que sera l'issue de la discussion, puisqu'il y a une négociation. Et comprenons-nous bien, quand on parle de négociation, il ne s'agit pas, comme souvent, d'un espèce de simulacre dans lequel chacun arrive, rentre, sort, fait sa déclaration, et puis basta. Cette fois-ci, nous sommes entrés dans une vraie discussion où nous échangeons y compris des données financières, sur tous les sujets. Nous amenons à la fois des revendications, mais aussi des solutions techniques, financières, qui permettent d'avancer. Le gouvernement a ses propres lignes rouges, et donc nous cherchons à voir quelles sont les voies qui permettent la conciliation. Ça n'est pas si simple, c'est une vraie discussion. Et donc, comme ça n'est pas un simulacre, comme ça n'est pas simplement une comédie, eh bien ça prend du temps. Et les arbitrages, ils doivent être rendus à la fois dans les ministères, puis ensuite à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à Matignon. Et au moment où nous nous parlons, moi je ne sais pas ce que le Premier ministre va décider, et donc je ne sais pas dans quelles conditions nous serons mardi prochain, et donc je ne peux pas assurer quoi que ce soit. Voilà. Ça veut dire que les discussions se poursuivent, vous échangez Ça veut dire qu'elles actuellement se encore? poursuivent. Et ce matin encore, les discussions se prolongeaient. Elles se prolongeront dans la journée. Demain, j'imagine encore. Avec le ministre de l'économie? Avec le ministre de l'économie, avec le Premier ministre. Vous échangez avec François Bayrou? Pas encore, mais il est prévu à un moment que nous échangions avec lui, parce que c'est lui qui est la clé de voûte institutionnelle dans ce débat. Et donc, nous devons effectivement avoir aussi un échange avec lui. Avant la déclaration de politique générale? Avant cette déclaration de politique générale. Vous avez rendez-vous à Matignon? Je ne dirai rien, mais l'évidence, c'est que le contact doit avoir lieu parce que nous devons nous assurer de ce que dira le Premier ministre sur un certain nombre de sujets et pas exclusivement la question des retraites. On y reviendra. Donc vous avez rendez-vous à Matignon, Olivier Faure. J'imagine que ça peut être à Matignon ou ailleurs. Voilà. Le gouvernement, vous dites que le gouvernement a ses propres lignes rouges, il vous les a données? Clairement? Bien sûr, en fait, vous les connaissez, elles sont publiques. Mais ils ne sont pas pour la suspension de la réforme des retraites, ils ne sont pas pour son abrogation, ils ne sont suspension pas... définitive, oui. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même sur la suspension provisoire, ils sont contre. Donc pour vous, il n'y aura pas de suspension, même non, provisoire, je ne dis pas ça. Je dis que nous partons de points de vue qui sont des points de vue opposés. C'est un gouvernement de droite, je suis de gauche. Donc forcément, nous n'avons pas la même vision de la politique que nous voulons conduire. Simplement, ce que nous avons compris et ce qu'ils doivent comprendre aussi, c'est que les Français n'ont donné de majorité absolue ni aux uns ni aux autres. Et que cela suppose donc que nous fassions avec et que nous cherchions les chemins qui conduisent à des compromis forcément provisoires, parce qu'il y aura des cartes qui seront rebattues lors de l'élection présidentielle de 2027, où là, nous aurons chacun nos lignes de conduite. Il ne s'agit pas de dire que nous allons nous fondre les uns dans les autres. Il ne s'agit pas de dire que je passerai à droite et que la droite passerait à gauche. Ce serait stupide, ce serait absolument faux. Donc il y a des volontés différentes, mais nous allons voir ce que nous... Alors maintenant, ce que dit Anne, quel est votre état d'esprit ce matin? Vous êtes optimiste ou pas sur un retour? Mais j'ai l'optimisme de la volonté. La retraite à 64 ans. J'ai l'optimisme de la volonté. Je crois que ce gouvernement doit comprendre et entendre le fait qu'il a été battu aux élections législatives, que cette réforme des retraites, elle a été combattue par 80% des actifs en France. Optimiste ou pessimiste, Olivier Faure? L'optimisme de la volonté, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un chemin possible. Nous avons proposé un certain nombre de solutions techniques qui permettent d'arriver à cette suspension et ensuite à une discussion, parce que là aussi, comprenons-nous bien, nous ne sommes pas simplement en train de dire ce qui s'est fait, c'est mauvais, et donc on enlève tout et on va y venir. On va venir à vos propositions. Question de Bruno Jeudi. Je veux revenir sur ce que vous avez dit en ouvrant l'émission. Le compte n'y est pas encore. Soyons clairs pour les téléspectateurs qui nous écoutent. On sait que vous partez chacun de points de vue opposés. Vous souhaitez l'abrogation, vous avez fait campagne pendant les législatives là-dessus.
Possiblement, on a l'impression qu'il y a un chemin vers une suspension de manière provisoire. Est-ce que vous êtes capable de passer de l'abrogation à la suspension, fût-elle provisoire, de 6 mois, de 3 mois, de 1 an? Mais à quoi, quand j'ai proposé... Et d'une discussion ensuite qui serait évidemment menée dans un temps précis. Le Premier ministre a dit « je reprends, je ne suspends pas, on va discuter 9 mois ». On sait que maintenant ce serait plutôt 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'avancer vers une suspension provisoire? Quand j'ai fait cette proposition, je l'ai faite avec l'idée d'un chemin, d'un processus qui conduise non pas à revenir, c'est pas on arrête pendant 6 mois la réforme Borne et puis en 6 mois on revient à la réforme Borne. L'idée, elle est simplement de dire qu'il y a un sujet de financement pour nos retraites, c'est une évidence, et que ceux qui disent le contraire, en réalité, nous mentent. Donc il y a un problème provisoire sur l'année qui est autour de 3 milliards, et ce problème-là, il peut être résolu en piochant dans ce fonds de réserve des retraites qui a été créé par Lionel Jospin, précisément pour cela. Ça ne veut pas dire que ça solde la question. Il faudra bien que les années suivantes, on trouve de l'argent. Donc, il y a en fait la volonté de la part des socialistes, des écologistes, des communistes, de dire on suspend. Et puis derrière, ce que l'on fera, c'est qu'on aura une discussion avec les partenaires sociaux. Nous chercherons des solutions qui permettent non pas simplement d'abroger, mais de remplacer la loi Borne par une autre loi. Donc on suspend pendant 6 mois, Olivier Faure? Pour arriver à autre chose. Et dans 6 mois, s'il n'y a pas eu d'accord, on fait quoi? On revient à 64 ans? Mais on trouvera parce qu'il y a des solutions. Et que la réalité, c'est que nous ne sommes pas limités. Il n'y a pas une seule politique possible dans la vie. Quand vous dites que vous êtes prêt à faire une réforme, ça veut dire que vous dites 64 ans, c'est terminé, mais ce n'est pas forcément un retour à 62 ans. Mais c'est ce que je porte moi. Je ne sais pas ce que sera la négociation. Donc mais vous n'êtes pas favorable à un retour à 62 ans? Si, j'y suis favorable, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de cette réforme Dussopt-Macron, elle est... pourquoi on s'y est opposé? On s'y est opposé parce que le financement des retraites repose précisément juste sur le recul de l'âge légal, ce qui fait que les gens cotisent plus longtemps, et notamment ceux qui auraient pu partir plus tôt parce qu'ils avaient déjà leurs annuités, et donc ce sont les carrières pénibles, ce sont les gens qui ont les métiers les plus difficiles, qui en réalité payent la retraite des cols blancs. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce principe-là, je pense qu'il y a des gens qui ont suffisamment cravaché pendant leur vie pour créer la richesse de ce pays, et qu'à un moment, il y a une justice qui s'impose, et que cette justice impose qu'ils puissent partir à un moment où l'âge de la retraite leur permet encore de vivre dans de bonnes conditions. L'âge de la retraite en bonne santé. Olivier, et donc, voilà, maintenant, il y a d'autres modes de financement possibles, et c'est de cela dont je veux que nous parlions. Olivier Faure, je reprends encore vos mots, tous ceux que vous avez prononcés cette semaine. Vous avez parlé, vous êtes parti d'abrogation. Vous avez évolué, hein, vous êtes parti d'abrogation. Au début de semaine, vous attendiez des concessions remarquables. Ensuite, j'ai entendu dans votre bouche ou celle de ceux qui vous accompagnaient, on attend des évolutions, des modifications. Quels mots vous voulez entendre dans la bouche de François Bayrou mardi, au moment de son discours de politique générale, pour ne pas le censurer 2 jours plus tard? Un mot très simple, suspension. Suspension, et après, suspension, discussion, et ensuite remplacement, évolution, faire en sorte que nous ayons à la fois garanti notre système de retraite par répartition, mais que nous l'ayons fait en ne faisant pas reposer la charge du financement sur les plus précaires, sur donc c'est le mot que vous voulez entendre mardi lors de son discours de politique générale pour ne pas le censurer jeudi. Oui, absolument. Suspension. Est-ce qu'il y a une autre condition de durée? Le temps de la suspension, il y a une suspension mais la minimale suspension, pour vous? Tant qu'il y a la discussion, ça sert à quoi la suspension? Ça sert à dire simplement qu'on n'est pas... Il y a une possibilité de suspendre en 2025, enfin suspendre en 2026 en réfléchissant en 2025. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on nous dise on discute, et puis à la fin, rien n'a changé, et puis on revient à la case départ. Donc la suspension, elle est un gage donné à la discussion. C'est-à-dire que pendant que la discussion, qui n'a pas eu lieu pour la réforme précédente, eh bien cette fois-ci, il y a une vraie discussion qui permet de trouver éventuellement une autre solution de financement. Et à partir de là, on est dans une situation qui a complètement changé. Et je dis que ce serait même, y compris pour le pouvoir actuel, une bonne manière faite aux Français. Parce que ce n'est pas pour moi que je le dis. Comprenons-nous bien. Moi, je ne demande pas entre gouvernements. Je ne veux pas être dans la majorité. Je suis dans l'opposition. Ça, vous évoluez pas. C'est pas parce qu'il y aura un compromis sur les retraites. Bien sûr que non. Vous excluez toujours d'entrer au gouvernement. Mais bien sûr. Bien sûr, mais si vous trouvez un compromis, les Français peuvent se dire pourquoi finalement ils ne participent pas au gouvernement. Mais parce que nous ne sommes pas d'accord sur tous les sujets. Moi, je ne me vois pas rentrer dans un gouvernement où je devrais être solidaire des foucades de M. Retailleau. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes dans une opposition
qui a compris quelque chose, c'est que la stabilité du pays, parce que nous avons besoin que nos entreprises fonctionnent, nous avons besoin que les Français puissent s'assurer du fait qu'ils n'aient pas leurs impôts qui augmentent avec la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Sur tous ces sujets-là, les agriculteurs qui ont besoin des mesures qui ont été adoptées. Donc nous avons besoin d'avancer. Dans les discussions que vous avez eues avec le gouvernement, question courte, réponse courte, est-ce qu'a été évoquée la question de suspendre en 2026 la réforme, à condition de trouver une solution en 2025 ? Ils vous en ont parlé ou pas du tout ? Non. Ça n'a pas été évoqué. Non, j'ai lu ça comme vous dans un journal qui croit avoir la solution. Ça n'est pas la solution. Alors, donc ça veut dire que là, on vient bien d'entendre votre position, on vient bien d'entendre ce que vous avez dit. Le compte n'y est pas pour l'instant. Ça veut dire que si la discussion, Olivier Faure, s'arrêtait aujourd'hui, vous votez la censure contre le gouvernement de François Bayrou. Oui ou non ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas sur la table que le seul sujet des retraites. On va y venir, mais en l'état... Mais en l'état, et je ne préjuge pas de ce que sera l'issue de la discussion, mais en l'état, effectivement, nous censurerions. Mais mon souhait personnel et celui des socialistes, ça n'est pas de chercher à censurer pour censurer. Nous ne sommes pas en train de tendre un piège au gouvernement. Nous cherchons au contraire de trouver les bonnes raisons pour que les Français se disent « oui, il y a eu une discussion, oui, ils ont réussi à trouver des compromis, et oui, c'est bien pour le pays ». Vous écoutez ce que vous demandent vos électeurs. Il y a une étude d'Elab cette semaine qui est parue qui dit que 2 Français sur 3 veulent que les hommes politiques passent par le compromis et ne censurent pas, et notamment... J'ai lu dans le détail 6 sympathisants socialistes sur 10. Ça, vous l'entendez ? Ils veulent le compromis et ils ne veulent pas que vous censuriez. Pas seulement les socialistes, les écologistes, les communistes, les insoumis, les électeurs. Un peu moins les insoumis. 84%. Donc, en fait, on est dans une situation où, évidemment, tout le monde se dit mais le pays ne peut pas rester bloqué. Il y a un moment où tout le monde comprend bien que même s'il n'y a pas de shutdown, il y a quand même une vraie difficulté, c'est que ce pays doit être gouverné, piloté, et ça suppose qu'il y ait un budget à un moment donné. Finalement, maintenant, vous faites comme ce qu'a fait le Rassemblement national avec Michel Barnier, c'est du chantage, vous arrivez avec vos lignes rouges, votre liste de courses. Mais je fais pas du chantage, madame. Je fais le rappel de ce qu'a été le résultat. C'est suspension de réforme de retraite ou c'est censure ? Mais je fais le rappel de ce qu'a été d'abord un combat pendant plusieurs mois des Françaises et des Français dans la rue et au Parlement. Et je fais aussi le rappel tout simplement d'un vote qui a eu lieu. Il y a même eu 3 votes en réalité, les élections européennes, puis 2 tours des élections législatives. C'était les arguments de Marine Le Pen aussi, elle se sentait légitime à exposer ses lignes rouges. Mais Mme Le Pen n'est pas arrivée en tête des élections législatives. Je vous rappelle que c'est la gauche qui est arrivée en tête avec le nouveau Front populaire. Et donc, il n'est pas anormal que nous venions à la table des discussions en disant, écoutez, les Français ont parlé. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande fatigue démocratique, une très grande fatigue, et que, à force de mépriser, y compris les messages adressés par les Français très directement par le vote, eh bien, ce qu'ils finiront par choisir, c'est de choisir la politique du pire, c'est-à-dire la pire des politiques, c'est-à-dire l'extrême droite. Olivier Faure. Et donc, moi, je n'en veux pas. Et donc, je veux qu'on donne le sentiment aux Français que, justement, il y a une voie possible, et puisqu'ils n'ont pas donné de majorité, la voie possible choisissons le compromis. Que vous avez évoqué au cœur de vos discussions. Il y a un homme que les Français sont en train de découvrir, c'est Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie, et c'est le choix de la tribune que vous avez fait aujourd'hui, Bruno. La parole est à vous. Oui, Olivier Faure, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui à discuter autant de cette réforme des retraites, de cette évolution possible que vous appelez de vos voeux, s'il n'y avait pas eu ce choix d'Éric Lombard, ministre de l'économie. On ne l'attendait pas comme négociateur en chef de la réforme des retraites, c'est pas une habitude. Mais Éric Lombard, que j'ai interviewé pour la tribune dimanche, qui j'ai beaucoup parlé, me parle de vous comme d'un ami, d'un partenaire solide, qui au fil des années est devenu un ami. Il vient des rangs de Michel Rocard, il a travaillé avec Michel Sapin, vous le connaissez très bien. Il dit de vous que vous êtes un homme de confiance, un homme solide. Est-ce qu'on dit non à un ami qui aujourd'hui veut cet accord sur la réforme des retraites? Écoutez, l'amitié, c'est évidemment très important, mais ce n'est pas une discussion amicale, c'est une discussion entre, d'un côté, un gouvernement auquel il appartient et une opposition que je représente avec d'autres. Et donc, ces liens n'ont rien à voir dans la discussion. Elles rendent le débat plus fluide, évidemment. Il n'y a jamais eu de discussion de ce niveau à Bercy depuis 7 ans. Oui, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de discussion entre la gauche et un gouvernement droite macroniste, mais comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut lui reconnaître le fait qu'il a cherché à engager un vrai dialogue. Et que le dialogue est, c'est vrai, très fluide. Et qu'il y a aussi le sentiment réciproque
que nous ne cherchons pas à nous enfumer les uns les autres, mais à avancer sur des positions qui sont des positions différentes, mais qui sont des positions qui peuvent à un moment se rencontrer. Vous êtes certain de vrai, ne pas vous faire enfumer? Mais je suis certain de rien. C'est pas lui qui, in fine, arbitrera. Et donc, il y a aussi François Bayrou derrière. Et c'est lui, il peut le vous chef du enfumer, François gouvernement. Bayrou? Mais c'est une négociation pour vous la qualifiez comment? De sérieuse? Sérieuse, oui. Lui parle d'une alchimie positive, notamment entre vous, quand vous êtes venu avec les dirigeants communistes Avec et Boris socialistes. Vallaud, avec Patrick Caner, avec qui évolue de manière, Arnaud Dollier, Cyril qui Chaplin. évolue de manière très positive et ça le rend optimiste. Mais je crois qu'il y a des gens autour de cette table de discussion qui ont envie d'aboutir. Maintenant, je vois aussi qu'il y a des gens qui font tout pour que ça n'aboutisse pas. Je vois bien les efforts de Bruno Retailleau au gouvernement pour essayer de mettre des irritants dans la discussion. Je vois bien que ce matin, Gérard Larcher cherche à se montrer implacable. On va en parler parce dans que un instant, Olivier la Faure. droite voudrait nous faire croire qu'elle a gagné les élections législatives. Bon, je vois tout ça. Et je sais bien que tout cela pèse dans la discussion. Mais moi, ce que je dis, c'est que, justement, la gauche va être entendue pour une raison simple. C'est que nous ne demandons rien d'autre que de servir les Françaises et les Français. Il n'y a aucune volonté de notre part de récupérer le moindre ministère, le moindre avantage personnel, rien du tout. Nous ne prenons que des risques. Nous le faisons pour une seule raison, c'est que nous pensons qu'à un moment, ce pays, la France, les Français, méritent mieux que... Il salue d'ailleurs le les grand efforts bazar. que vous faites. Est-ce que vous saluez les efforts qu'il fait? Oui, je salue les efforts qu'il fait, bien sûr. Je dis qu'ils ne sont pas encore suffisants, mais je salue le travail qui est réalisé, bien sûr. Olivier Faure, vous Et évoquiez... non seulement, et je le dis aussi parce que ça peut paraître un peu inédit de ma part, je dirais que tous les ministres que nous avons rencontrés m'ont donné le sentiment d'être véritablement dans la recherche d'un accord. Et donc, je me dis que cet état d'esprit peut-être très nouveau, peut ouvrir une période nouvelle aussi, on verra bien. Vous pensez que c'est le fait que c'est les leçons de ce qui s'est passé avec le gouvernement Barnier qui sont tirées, que Pourquoi quelque chose s'est passé ces derniers jours et même dernières semaines, parce que ça date de 15 jours ces négociations? Je crois qu'il y a des gens qui ont compris, pour répondre à votre question, qu'ils avaient le choix entre deux solutions. La première, c'est d'avoir une discussion exigeante avec la gauche et les écologistes. C'est exigeant, c'est difficile, pour eux comme pour nous. L'autre solution, c'est de se mettre sous la tutelle du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et avec, y compris, l'assurance qu'à un moment, de toute façon, Marine Le Pen trahira. Et donc, il y a là une situation qui est simple, sur avec qui veulent-ils discuter? Est-ce qu'ils veulent faire comme Michel Barnier, assurer leur survie avec les voix de l'extrême droite, ou négocier avec la gauche, même si, évidemment, je comprends que ça n'est pas forcément le chemin qu'ils auraient choisi spontanément. Olivier Faure, vous évoquiez il y a un instant les propos de Gérard Larcher, le président du Sénat, ce matin chez nos confrères du Parisien. Lui dit qu'il n'est pas question ni d'abrogation, il ne veut ni abrogation ni suspension. Finalement, à essayer de draguer la gauche, est-ce que le gouvernement risque pas de perdre la droite? Comment vous réagissez à ce que dit le président du Sénat? Mais la droite, c'est quoi la droite de LR, en fait? C'est la droite républicaine de gouvernement? Oui, enfin, républicaine parfois. Qui est dans le gouvernement non, mais bien sûr, mais enfin, François Bayrou? c'est combien de parlementaires à l'Assemblée? C'était quoi 47. leur résultat à l'élection législative? Ils sont arrivés bon dernier, donc ils vont pas maintenant faire la leçon à tout le monde. Beaucoup d'élus locaux quand même... encore, ils représentent quelque chose dans le maillage territorial. Mais bien sûr, mais nous autant qu'eux. Donc je ne vois pas très bien quelles sont les raisons pour lesquelles il serait là à poser des vétos. Et je rappelle que le Premier ministre s'appelle François Bayrou, qui n'est pas chez LR, que le président est Emmanuel Macron, qui n'est pas chez LR, et que les Français n'ont pas choisi LR pour les gouverner. Est-ce que vous demandez... Donc ça suppose qu'à un moment, on en arrête de tous s'enrhumer quand Gérard Larcher tous. Enfin, franchement, ça ne va pas. Olivier Faure, est-ce que dans les garanties que vous demandez, c'est pas de hausse d'impôts pour les plus modestes? Ou est-ce que pour financer, par exemple, la réforme des retraites qu'on évoquait, vous dites, il faut augmenter certains impôts? Mais bien sûr qu'on ne doit pas toucher à l'impôt de l'immense majorité des Françaises et des Français. La classe moyenne est déjà assommée, les classes populaires sont déjà en train de se demander comment vous avez une elles garantie finiront du leur gouvernement fin de là-dessus? Ils vous l'ont dit? Sur le fait qu'on n'augmente pas les impôts des plus modestes. Et Ils vous l'ont Les dit? classes moyennes. direct ou indirect, parce que je vais y venir, parce que nos revendications ne portent pas exclusivement... Là, on fait comme si tout était bloqué sur la retraite. Moi, je veux, par exemple, que sur les questions d'accès aux soins, qui sont des questions très importantes, sur le déremboursement des médicaments, mais aussi sur le ticket modérateur. Le fait que quand on va chez le médecin, vous vous rendez compte qu'avec la réforme Barnier,
pour ceux qui n'avaient ni mutuelle ni médecin référent, le reste à charge, c'est-à-dire ce qui n'est pas remboursé, c'était 21 €. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les gens qui ne peuvent pas aller chez le médecin et qui ne peuvent pas débourser 21 €, ils vont aux urgences. Et c'est les urgences qui sont à leur tour complètement embolisées. Cette semaine, à Longjumeau, il y a une jeune fille de 20 ans qui est morte parce qu'elle était dans la file d'attente et qu'elle n'a pas pu être prise en charge correctement. Eh bien, ce débat-là, nous devons l'avoir. Olivier Faure. Et moi, je ne veux pas que l'hôpital soit le parent pauvre. Je ne veux pas que les Français soient amenés à abandonner leur accès aux soins. Et donc, il faut dans avancer le débat là-dessus qu'on vient aussi. d'avoir. Olivier Faure, il y en a un nom qu'on n'a pas encore cité vraiment, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'il serait d'accord sur toutes les positions que vous prenez, notamment sur la question de revenir sur cette retraite à 64 ans? Vous dites quoi au chef de l'État ce matin? Mais au chef de l'État, ce que je lui dis, comme ce que lui ont dit les Français, c'est qu'il faut qu'il apprenne à perdre. Il n'a pas gagné les élections. Et donc, à un moment, il est le garant de nos institutions. Il est le garant du bon fonctionnement de la démocratie. Et s'il veut retrouver un minimum d'autorité dans le pays, il doit être le garant de cette démocratie. Montrer qu'il est non pas celui qui impose à toute force ses choix, quel que soit ce que disent les Français, mais qu'il est bien celui qui garantit le fait que nos institutions fonctionnent correctement et que quand les gens disent on veut un peu plus aller à gauche, eh bien on va un peu plus à gauche. Merci beaucoup Olivier Faure. On vous retrouve dans un instant, bien sûr. On va revenir sur les tensions que tout ça provoque à gauche. Et puis vous répondrez directement à la question que vous a posée un Français. Restez sur BFM, on se retrouve dans un instant après la pub. Pour votre énergie solaire, pourquoi payer plus cher? En ce moment, la centrale photovoltaïque de 3 kW est à 2 500 €. Et oui, 2 500 €. Dépêchez-vous de réserver votre kit sur fleuronindustrie.com. Découvrez le nouveau crossover urbain, version mini. Le nouveau Mini Iceman est là. Réservez votre essai sur mini.fr. J'ai pris 9 kilos. Moi, je trouve ça mignon. Tu parles de quoi, là? Elle veut évidemment parler de votre nouvelle machine familiale Valberg. 9 kg, 1400 tours, classe A à seulement 279,98 € chez Electrodépôt. Vous aussi, ne restez pas de marbre devant l'inédite Fiat 600 pour vivre pleinement la Dolce Vita. Nouvelle Fiat 600e, 100% électrique, 600% famille. 2 000 à 4 000 € de bonus en 2025. Restez optimiste, Fiat est là et étend le bonus écologique à 6 000 € pour tous. Et si le plus bel âge, c'était le vôtre? L'âge de tous les possibles, de toutes les découvertes, des doutes, des choix. L'âge des vertiges. Pas d'inquiétude, nous sommes à vos côtés pour vous informer et vous guider, vous redonner confiance. Parce que nous croyons en vous, parce que vous avez entre les mains le plus précieux des trésors, votre âge. Oui, le plus bel âge, c'est le vôtre. L'étudiant, vous avez l'âge de l'avenir. Osez l'extraordinaire. Découvrez la Seat Arona Edition à partir de 149 € par mois. Journée portes ouvertes les 18 et 19 janvier. Quand j'ai arrêté la compétition, j'ai pris beaucoup de poids. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos en 6 mois. Messieurs, maintenant, c'est à votre tour de perdre du poids avec Dynamique 55, le programme dédié aux hommes de plus de 55 ans. Des menus rassasiants, plus une collation et une boisson riche en protéines. En moyenne, 87 grammes de protéines par jour pour subvenir aux besoins des hommes et éviter les fringales. Alors perdez du poids en conservant votre énergie avec Dynamique 55. Rendez-vous dès maintenant sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Tu fais quoi là?
pas l'impression qu'il y en a de moins en moins? Ah ouais. Et imagine ce que ça pourrait devenir demain. Pour les courses. Pour les vacances. Pour la nourriture. Pour les voyages. L'atterrissage est prévu dans 8h26. Et la banque? Non, pas la banque. En tout cas, pas la mienne. En agence ou en ligne, continuez de proposer à tous un conseiller dédié et non commissionné. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. More than a woman. Johnny's always Découvrez la gamme Renault E-Tech électrique avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Avant, le mal de dos gâchait mes nuits. Avec le matelas Perco, j'offre à mon dos un confort ultime. Et à moi, de meilleures nuits. Perco a créé le meilleur matelas pour soulager notre dos avec des professionnels de santé. Testé par un laboratoire indépendant, sa technologie Body Adapt répartit idéalement mon poids pour soulager mes points de tension. Dans les 15 premiers jours, j'ai senti un soulagement de mes douleurs. Comme 9 utilisateurs du matelas Perco sur 10. Rendez-vous sur perco.com et profitez des soldes. Perco. Libérez votre dos. Nouveau Peugeot 5008, électrique et hybride. À partir de 390 € par mois. Le don de sang, c'est généreux, solidaire, utile, vital. Des lignes dynamiques. Eh oui. Hein? Je dois encore changer les freins. Je vous en prie. J'ai vu une centaine de points de contrôle comme ça. Bon bah je vais attendre. Et à la fin elle sera neuve? Regardez. Ah oui, ok, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Quand on appelle une voiture Grandland, forcément, on voit grand. On conçoit un logo électrique. Une super grande autonomie. Et 50 000 LED intelligentes. C'est grand. Bien sûr. Nouvelle Opel Grandland. Go Grand. Pendant les portes ouvertes Opel, découvrez nouveau Grandland, dès 319 € par mois. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Prenez rendez-vous sur le site ou au 08 09 54 2000. Optique 2000, on va se revoir. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique. Notre invité Olivier Faure est au cœur de ces discussions sur la question de la réforme des retraites avec le gouvernement. Dans un instant, on va bien sûr revenir sur les tensions que ça provoque au sein du nouveau Front Populaire. Mais d'abord, on a souhaité vous faire réagir à la question d'un Français. BFM Politique veut interroger ces Français qui font la France. Il est chef d'entreprise, celui qui a décidé de vous poser une question aujourd'hui. Il s'appelle Christian Marquis, chef d'entreprise dans la Charpente. Il est à Rouen. Écoutez ce qu'il a à vous demander. Écoutez sa question. Les chefs d'entreprise ont besoin d'y voir clair et ont besoin de stabilité. Monsieur Faure, est-ce que vous et vos amis parlementaires avez bien conscience de l'inquiétude et du brouillard que vous créez chez les chefs d'entreprise, de PME, les commerçants, les artisans? Comment voulez-vous qu'on envisage sereinement d'accueillir un alternant, d'embaucher ou d'investir, alors que vous jouez de cette manière, tous ensemble, avec le budget du pays? Olivier Faure, qu'est-ce que vous lui répondez à ce chef d'entreprise? Mais que je le comprends parfaitement. J'ai moi-même vécu dans le monde de l'entreprise et je sais que pour permettre notamment l'investissement, l'embauche, il faut de la visibilité. Comprendre quelles sont les règles avec lesquelles vous allez devoir
jouer et avancer dans l'année qui vient. Donc évidemment qu'il faut de la stabilité pour permettre l'investissement, faire en sorte que les entreprises... Est-ce que vous êtes conscient de ça? Mais j'en suis tellement conscient que vous aurez remarqué que je cherche les voies d'un compromis possible. Et donc maintenant, la question, elle est en réalité posée plus au gouvernement qu'à moi. Moi, j'ai fait les pas nécessaires. Je ne suis pas en train de vous dire que je veux, pour ne pas censurer le gouvernement, faire appliquer tout le programme du Front populaire. Je n'ai pas de majorité absolue pour ça. Donc, je ne fais pas cette demande. Je dis simplement qu'il faut entendre aussi ce qu'ont dit majoritairement, même si c'est relatif, les électeurs. Donc maintenant, c'est au gouvernement de répondre à la question. Et comment est-ce que le gouvernement s'assure... Tournez-vous vers le gouvernement à ce chef d'entreprise? Tournez-vous vers le gouvernement, car le gouvernement, en fait, sa survie, elle dépend de lui-même. Elle dépend de sa capacité à entendre ce que disent les Français et donc à chercher à nouer des compromis. Alors Olivier Faure, ces discussions que vous avez avec le gouvernement, le fait que vous disiez à l'instant, je n'ai pas la majorité pour appliquer tout le programme du nouveau Front populaire, il y en a un à qui ça ne plaît pas du tout, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà, Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a repris un de ses tweets dans lequel il y a le mot de servilité qui est lâché. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'on a repris aussi ses notes de blog. Choquant, forfaiture, vieille ficelle, confus, pauvre manœuvre politicienne, lamentable. Jusqu'à quand vous allez vous laisser insulter, Olivier Faure? Mais je ne me laisse pas insulter, mais je ne me laisse pas non plus intimider. Voyez-vous? Ça ne me... Enfin, pour tout vous dire, je n'ai même pas lu ces notes de blog. Que j'allais vous dire, on me les a racontées. Vous savez que parfois, il y a des électeurs socialistes qui les lisent, des Français qui les lisent, sans doute, qui vous voient vous faire insulter et qui se disent « mais c'est ça un allié ?» Mais ça n'est pas ça un allié, mais chacun a bien compris depuis le mois de septembre que Jean-Luc Mélenchon a une seule obsession, obtenir une présidentielle anticipée, parce qu'il veut y être candidat. Et il a déjà annoncé il y a quelques semaines qu'il avait un programme, qu'il était non négociable et qu'il y aurait un candidat qu'il offrait à toute la gauche, qui serait le candidat qui appliquerait le mieux le programme qu'il a défini tout seul. Comment mieux dire que, en fait, il n'y a d'espace pour aucune discussion à gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Mais donc c'est encore un allié pour vous, aujourd'hui? J'ai conclu un accord, celui du nouveau Front populaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une menace qui était une menace terrible, celle de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en juillet dernier. Et grâce à cette constitution de nouveau Front populaire, nous avons conjuré cette menace. Et donc, évidemment que la raison qui a été la raison motrice de ce nouvel accord, elle demeure. Moi, je ne veux pas que l'extrême droite l'emporte dans notre pays. Donc c'est toujours un partenaire. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est toujours un partenaire. Vous dites un allié ou c'est pas un allié? Je ne veux pas dire qu'il y a un alignement sur la France insoumise. J'entends bien que lui dit que je suis servile par rapport au gouvernement, et j'entends que les gens du gouvernement disent que je suis en réalité servile vis-à-vis de la France insoumise. Je ne me définis que par rapport à moi-même et par rapport à ce que les socialistes ont à dire au pays. Voilà ce qui me définit. Tout le reste m'importe peu. Je ne me définis pas par rapport à ce que disent les autres. Mais est-ce que c'est encore possible de faire une synthèse avec Jean-Luc Mélenchon? Mais il ne s'agit pas de faire une synthèse. Bah si, là vous dites, je suis au milieu. Nous avons eu un accord de coalition. Il y a un accord qui aurait permis, si nous avions eu une majorité absolue, de gouverner selon nos propres canons de beauté. Nous ne sommes pas majoritaires absolus. Nous ne pouvons pas gouverner en disant c'est tout le programme, rien que le programme. Ça, on peut le dire autant de fois qu'on le veut. De toute façon, même si nous étions aujourd'hui à Matignon, ça serait impossible. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a aujourd'hui... Il n'y a pas de majorité pour ça au Parlement. Donc, de toute façon, nous sommes obligés au compromis. Donc, laisser penser qu'on pourrait faire ce que l'on veut et qu'il suffirait de le vouloir pour le pouvoir, c'est un mensonge. Et donc, moi, ce que je veux, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon est un menteur, mais c'est leur dire qu'il y a aujourd'hui d'autres solutions, d'autres voies de passage, qui ne sont pas exactement celles que nous voulions, qui ne sont pas exactement ce que nous espérions, mais pour l'instant, vous dites, Olivier Faure, vous dites que Jean-Luc Mélenchon, vous dites que Jean-Luc Mélenchon ment aux Français, c'est ce que vous venez de dire. Quand il dit qu'on pourrait appliquer tout le programme, rien que le programme, il est en train de créer une illusion qui, malheureusement, ne permet pas d'avancer. Parce que la réalité, c'est que même si Jean-Luc Mélenchon, avec sa force de conviction et de caractère, était à Matignon aujourd'hui, il aurait beau dire « je veux faire ce que je veux », il arriverait devant le Parlement, il n'aurait pas de majorité absolue. Vous êtes plus proche aujourd'hui de François Bayrou ou de Jean-Luc Mélenchon? Mais je suis proche des socialistes, des écologistes, des communistes, de tous ceux qui veulent avancer à gauche, et je suis prêt à discuter avec la droite quand
elle est prête elle-même à faire des concessions qui sont des concessions remarquables. Voilà. Vos réponses à Anne et à Bruno, est-ce que aujourd'hui le nouveau Front populaire est mort, oui ou non? Mais les conditions de sa création n'ont malheureusement pas disparu. Il y a toujours une menace d'extrême droite. Et je continue à penser que si nous devons faire face à l'extrême droite, nous devons aussi chercher, chaque fois que c'est possible, à rassembler la gauche et les écologistes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui le nouveau Front populaire avec la France insoumise? Est-ce que oui ou non, ça existe encore? Mais je viens de vous répondre. Je pense qu'il y a des conditions dans lesquelles la gauche et les écologistes doivent se rassembler. Ce que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas à rassembler la gauche, mais cherche à produire une candidature individuelle. C'est quand même assez simple à comprendre. C'est-à-dire que moi, je vois qu'il y avait dans le bureau du ministre de l'économie et des finances, il y avait les socialistes, les écologistes, les communistes, il n'y avait pas les insoumis. C'est-à-dire que l'essentiel... La majorité du Front populaire veut discuter. Donc vous nous dites ce que je vois, c'est qu'il y a aujourd'hui un parti, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui fait malheureusement bande à part, qui se refuse à la discussion et malheureusement qui nous handicape aussi, parce que nous aurions encore plus de poids si nous étions tous ensemble à la discussion. Le nouveau Front populaire, pour vous, aujourd'hui, c'est le PS, les écologistes et les communistes. Je vois que Jean-Luc Mélenchon a fait un pas de côté et qu'il est déjà en train de préparer une élection présidentielle. Je vois qu'il adresse des courriers aux maires de France et de Navarre pour leur demander leur signature pour pouvoir être candidat et que je vois qu'il a cette seule obsession et qu'il est surdéterminé par l'objectif de la présidentielle. Mais s'il n'y a pas d'élection présidentielle, Guillaume Darey, si l'élection présidentielle a lieu en 2027, jusqu'en 2027, on est juste là à dire on veut une élection présidentielle et s'il n'y en a pas, on n'a rien obtenu pour les Français. On ne cherche pas à obtenir des concessions qui sont des concessions remarquables sur la santé, sur la question des retraites, sur la question de l'école. Mais enfin, franchement, à quoi servons-nous? Nous sommes des hommes et des femmes politiques. Nous avons pour vocation de trouver des solutions, pas simplement d'être dehors et de dire ça ne va pas. Ça ne suffit plus. Vous évoquez le cas de Jean-Luc Mélenchon. Vous rompez avec le tout ou rien de Jean-Luc Mélenchon. Mais le tout ou rien, c'est rien, malheureusement. Et donc, moi, je ne veux pas rien. Je veux faire en sorte que les Français puissent se dire, ces gens-là, eh bien, ils sont utiles parce qu'ils ont été arrachés. Sur l'école, on n'en a pas encore parlé, mais enfin, 4000 postes d'enseignants qui vont être supprimés. Vous avez tous les jours dans nos permanences des femmes, des hommes qui disent qu'ils ont leurs enfants qui sont à l'école, qui n'ont pas de remplaçants parce qu'ils sont en terminale et qu'ils n'ont pas le prof de maths, le prof d'anglais, de tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui, chaque semaine, viennent me voir cette semaine encore, me dire « mais j'ai aujourd'hui un problème parce que mon enfant ne peut pas arriver à l'école parce qu'il a un handicap, souvent un handicap invisible, et donc il n'y a pas ces accompagnants qui peuvent être là, qui permettent cette école inclusive. » Eh bien, je souhaite, oui, qu'il y ait des enseignants devant les élèves, qu'il y ait des accompagnateurs pour les enfants en situation de handicap, parce que c'est aussi ça, notre pays, et c'est ce qui fait la force de notre civilisation. Nous sommes capables de former des gens pour que ce pays soit encore un grand pays, qui puisse dans la compétition mondiale être au premier rang. Olivier Faure, on voit que Jean-Luc Mélenchon est véhément, mais vous n'avez rien perdu de votre combativité politique également. Je crois aussi que la politique, c'est ça, c'est des conditions. On va y venir dans un instant d'ailleurs. Vous savez, en ce moment même, Yaël Braun-Pivet, la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, a jugé effectivement qu'elle n'était pas opposée par principe, dit-elle, je découvre sa déclaration en même temps que vous, pas opposée par principe à arrêter, dit-elle, même la réforme ou à la rediscuter à propos de la réforme des retraites. On va bien sûr scruter cela dans les heures qui viennent, dans un rendez-vous notamment avec François Bayrou. Vous n'avez pas dévoilé la date ou l'heure, mais on a bien compris que vous alliez voir le Premier ministre. Autre moment fort d'actualité ces derniers jours, et notamment aujourd'hui, cette tension entre la France et l'Algérie. On a envie de vous entendre là-dessus, un bras de fer qui oppose les deux pays, au cœur notamment de ces tensions. Il y a cet influenceur algérien que l'Algérie a immédiatement renvoyé vers Paris alors que la France venait de l'expulser. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dit « On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France ». Est-ce que c'est votre sentiment? L'Algérie cherche à humilier la France? Moi, je crois que Bruno Retailleau devrait, de temps en temps, prendre le temps de la réflexion. Et je crains que, malheureusement, il n'ait cherché en cette affaire à faire le buzz. Mais la procédure aurait dû commencer par le passage devant la justice, puis ensuite s'assurer que le pays de retour, c'est-à-dire l'Algérie, soit bien en mesure d'accepter l'OQTF, parce qu'il connaît parfaitement tout ça. Et il sait très bien que renvoyer quelqu'un dans un avion sans avoir l'assurance qu'à l'arrivée, il sera effectivement repris par les autorités algériennes, c'est prendre le risque d'un aller-retour et de passer pour un bonnet. Et donc, il y a là une question... passer pour un bonnet pour vous?
il y a là une question qui est effectivement posée. Et maintenant, le risque, c'est l'emballement, la surenchère, et de commencer une espèce de guerre des mots avec l'Algérie, dont nous n'avons pas besoin. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un problème avec l'Algérie? Bruno Jeudi. Pourquoi l'Algérie refuserait de récupérer son ressortissant algérien, pas binational, doté d'un passeport biométrique? En quoi l'Algérie peut refuser de le reprendre? Je dis simplement que la bonne procédure n'a pas été respectée en l'occurrence. Ensuite, ce que je dis, c'est que la réalité du conflit entre la France et l'Algérie aujourd'hui, c'est pas tellement cet influenceur. C'est un élément supplémentaire. Dont ils se foutent complètement. La réalité, c'est qu'il y a l'affaire du Sahara. Et le fait que la France ait, de manière unilatérale, sans vraiment en discuter avec qui que ce soit... Après beaucoup d'autres pays. Après d'autres pays, mais peu importe. La réalité, c'est que nous avons, nous, une histoire particulière avec l'Algérie. Olivier Faure. Ou non, c'est comme ça. La dégradation de nos relations avec l'Algérie, la faute en est à Emmanuel Macron, à attribuer à Emmanuel Macron? La faute, elle est certainement très partagée, mais je dis attention aussi. Attention à la relation que nous devons maintenir avec l'Algérie. C'est ce que vous dites à Emmanuel Macron? Oui, pourquoi? Parce que je vois bien que les Russes viennent de perdre en Syrie un certain nombre de bases qu'ils avaient et qui étaient importantes pour eux. Ils pourraient aujourd'hui, en Méditerranée, chercher à revenir pour s'implanter dans des pays qui pourraient être des pays d'accueil. Je pense à la Libye, je pense à l'Algérie. Je pense que donc sur ces questions-là, la diplomatie, ce n'est pas de fanfaronner à la télévision, mais c'est de chercher. Mais est-ce que c'est fanfaronner quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit que la France n'aura pas d'autre choix, je cite, que de riposter si l'Algérie continue cette posture d'escalade en prenant, par exemple, des mesures de rétorsion sur les visas ou sur l'aide au développement? C'est pas la bonne solution, ça? Mais je crois que justement, tout le problème de ce que Bruno Retailleau a fait, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, en vous disant qu'il n'avait pas respecté la procédure et qu'il savait qu'il se heurterait vraisemblablement à un refus de l'Algérie et qu'en retour, il pourrait faire monter les enchères et donc créer une situation où désormais tout est remis sur la table et où on parle des visas, où on parle de tout ce qui peut créer de la tension. Et moi je dis attention à ne pas monter dans la surenchère avec l'Algérie parce que c'est un pays important dans le Maghreb et dans les équilibres en Méditerranée et que nous n'avons pas besoin de créer de nouveaux fronts partout. Une question pour vous, Olivier Faure. Olivier Faure, pays important dans le Maghreb, relations anciennes avec la France. On ne peut pas dire que Macron n'ait pas essayé de faire des efforts pour améliorer la relation avec l'Algérie. En tous les cas, les faits plaident pour lui. Vous ne trouvez pas aussi qu'il y a un peu à dire sur les autorités algériennes qui détiennent Boualem Sansal simplement parce qu'il est opposant? Mais vous avez raison, là-dessus, je partage votre point de vue. Et qu'il écrit des livres? Mais je partage votre point de vue. On ne peut pas... Enfin, nous qui venons de célébrer il y a quelques jours, rendre hommage aux morts de Charlie, c'est une évidence que, quelle que soit l'opinion que les Algériens ou les Français peuvent partager sur cet écrivain prolifique, eh bien, il faut évidemment qu'il soit libéré. Il faut évidemment faire en sorte que la liberté d'expression puisse être respectée partout. Mais je ne dis pas que le gouvernement algérien est un gouvernement qui est un gouvernement parfait. Un gouvernement sans faux. Mais je dis aussi que la France doit ménager la relation avec des grands pays. Je crois que nous sommes dans un état où le monde est déjà suffisamment en tension pour qu'on n'en rajoute pas tous les jours. Olivier Faure, quand le gouvernement algérien dit dans une déclaration hier, sous-entend que Bruno Retailleau serait le héros patenté de l'extrême droite. Vous partagez ce sentiment? Mais moi, je n'ai pas à approuver ce que dit un gouvernement étranger sur Bruno Retailleau. Je dis moi-même ce que je pense de Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, malheureusement, est celui qui cherche à faire le pont, non pas entre la gauche et la droite, puisqu'on en était là tout à l'heure, il est en train d'essayer de faire le pont entre la droite et l'extrême droite, et vraisemblablement de préparer une élection présidentielle où il damerait le pion à Laurent Wauquiez et à Marine Le Pen. Voilà ce qu'il cherche à faire. C'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que tout le monde nous sait. Et donc, nous avons là quelqu'un qui n'est pas là pour aider. Mais moi, je ne suis pas là non plus pour subir Bruno Retailleau. Olivier Faure, pour terminer cette émission, 3 questions d'actualité à travers quelques photos. Vous êtes plutôt, Olivier Faure, Rachida Dati ou Pape François? Je vois que vous êtes surpris par ma question. La ministre de la Culture a répété il y a quelques jours qu'elle souhaitait faire payer, vous savez, l'entrée de Notre-Dame aux touristes étrangers. Elle dit que ça permettrait de ramener entre 75 et 100 millions d'euros pour payer la restauration du reste du patrimoine religieux en France. Alors plutôt Rachida Dati ou Pape François qui, lui, y est opposé?
Écoutez, je trouve ça. Enfin, je ne suis pas très qualifié pour dire ce qu'on doit faire pour entrer dans les églises en France. Mais est-ce qu'il faut payer pour entrer à Notre-Dame ? Je pense que le pape reste le patron de l'Église, plus que Rachida Dati. Donc, toutes les églises. Et le fait que le patrimoine, parce que les églises sont des lieux de culte, mais aussi un lieu de patrimoine, et donc que l'accès y soit gratuit me semble plutôt la bonne voie. Oui. Deuxième question, est-ce que vous êtes plutôt Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ? Jean-Marie Le Pen, le président fondateur du Front National, qui a été enterré hier à la Trinité-sur-Mer. Il y a un sondage Odoxa qui est paru cette semaine qui montre que les Français jugent plus positivement sa fille, Marine Le Pen, qui est jugée plus compétente, moins xénophobe et moins antisémite. Alors plus Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, je pense malheureusement que la fille est plus habile que le père, mais je ne suis pas sûr qu'elle est en réalité totalement rompue avec le père. Donc ce sera ni l'un ni l'autre, si vous me le permettez. Pour vous, ça ne change rien. Marine Le Pen, c'est la même chose que Jean-Marie Le Pen ? Pour moi, il y avait chez Jean-Marie Le Pen la nostalgie d'une extrême droite vichiste, Algérie française, etc. Chez Marine Le Pen, cette histoire-là la concerne moins, elle ne l'a pas vécue, mais je crains qu'elle n'ouvre les mêmes dynamiques et qu'en réalité, quand je vois ce qu'elle provoque, ce qu'elle crée dans le pays, et le retour de la xénophobie, du racisme contre les musulmans, l'antisémitisme qui ne s'est jamais démenti, y compris parmi les candidats qu'elle a présentés à la dernière élection législative, je vois que malheureusement l'extrême droite reste l'extrême droite. Et en même temps, et que nous n'avons pas beaucoup à espérer malheureusement de Marine Le Pen. Je préférais qu'elle ait complètement rompu, ça n'est pas le cas. Et en même temps, elle a capté beaucoup d'anciens électeurs de gauche. Oui, notamment chez les actifs, chez les salariés, où elle est en tête de très très loin. Eh bien, mon objectif, c'est de revenir les chercher. Voilà. Dernière question, Olivier Faure. Est-ce que vous êtes plutôt Elon Musk ou Thierry Breton ? Elon Musk, très proche de Donald Trump, patron de Tesla, patron d'X, anciennement Twitter, qui a traité l'ancien commissaire européen au numérique, qui est français, justement, de tyran de l'Europe, c'est ainsi qu'il l'a appelé. Elon Musk a pris fait et cause dans la campagne pour la chancellerie allemande, pour l'AfD, le parti d'extrême droite. Il a eu une discussion de 15 minutes cette semaine, justement, sur son réseau social. Alors, plutôt Elon Musk ou Thierry Breton ? Bon, Thierry Breton, évidemment. Et vraiment... Tout à l'heure, on parlait de l'international à travers la question algérienne. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on a, dans quelques jours, le 20 janvier, on a un président qui est climato-sceptique, qui est en train de vouloir annexer tout le continent américain, avec un partenaire, Elon Musk, qui, lui, maintenant, est en train de construire une internationale de l'extrême droite, où il vient donner son appui à l'AfD en Allemagne, parti d'extrême droite en Allemagne, parti d'extrême droite en Allemagne. Enfin, j'espère que tout le monde comprend à quoi je fais référence. Et qui vient aussi faire la leçon britannique en expliquant que c'est en fait l'extrême droite britannique qui doit remplacer la gauche travailliste en Angleterre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et on a Poutine, et on a Erdogan, et on a, enfin je pourrais continuer le tour du monde pour montrer qu'il y a besoin d'un pôle d'équilibre dans le monde. Et ce pôle d'équilibre, c'est l'Europe. Et en Europe, la France a un rôle principal à jouer. C'est le patron de Twitter. Il est en train d'en faire un réseau dans lequel il enlève le fact-checking. Ça devient vraiment, comme disent certains relais de l'extrême droite, quelque chose de très dur. Sandrine Rousseau appelle ses collègues du Nouveau Front Populaire à quitter X purement et simplement. Vous allez quitter X ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce que... Mais alors le problème, c'est que le fact-checking, c'est fini à la fois sur X et ils ont même réussi à entraîner Facebook. Tout à fait. Donc on est dans une situation où désormais on est en train de dire les fake news, pas de problème, tout a le droit de circuler et au fond, les faits alternatifs valent autant que la vérité. Oui, je me pose la question. Et ça veut dire que vous allez le faire ou pas ? Mais je ne sais pas encore parce que c'est vrai aussi que ce qui me gêne, il y avait la maire de Paris qui avait... c'est que quand on quitte un réseau social et qu'on l'abandonne uniquement à l'extrême droite et qu'il y a des gens qui y sont et qui de bonne foi continuent à croire que c'est là que ça se passe, eh bien ils n'ont plus de parole alternative à celle que porte l'extrême droite. Donc c'est là l'enjeu et j'aimerais effectivement que nous puissions trouver collectivement. Et là, c'est une question à tout le monde politique. On devrait tous ensemble partir de X et non pas chercher à partir les uns après les autres. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été dans BFM Politique ce matin. On verra dans quelques heures effectivement si les discussions aboutissent ou non sur la question de la réforme des retraites. Merci Anne-Sora Dubois, merci Bruno Jeudi d'avoir été avec moi ce matin. Vous restez bien sûr sur BFM. Tout de suite, c'est Affaires suivantes avec Philippe Gaudin et Dominique Rizet. Très bonne journée.